Bonsoir à tous, bienvenue au Café de la Librairie Dialogue pour cette rencontre. Bonsoir à vous Lola Lafont. Bonsoir. On est vraiment très heureux de vous accueillir à Brest pour parler de votre dernier livre « Quand tu écouteras cette chanson », paru dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Alors je précise que ce livre a reçu le prix Décembre et le prix des Inrecuptibles. Avant de vous tourner vers l'écriture, vous avez d'abord été danseuse professionnelle. Votre premier roman, paru il y a presque 20 ans, s'intitulait « Une fièvre impossible à négocier ». Depuis, on a pu notamment lire de vous « La petite communiste qui ne souriait jamais » sur la gymnaste Nadia Comaneci, ou plus récemment « Chaviré », un roman que certains, sans doute beaucoup d'entre vous ont lu, un roman puissant et juste qui explore la mécanique de la prédation à travers l'histoire de Cléo, une jeune fille de 13 ans. Alors, quand tu écouteras cette chanson, est donc parue dans cette collection Ma nuit au musée. Son principe est simple, une proposition faite à un auteur de passer donc une nuit dans un musée de son choix. Leila Slimani s'était ainsi rendue à la Pointe de la Douane à Venise, Enki Bilal au musée Picasso. Et vous, Lola Lafont, votre choix s'est porté sur le musée Anne Frank à Amsterdam. L'annexe, cet endroit de 40 mètres carrés où 8 personnes se sont cachées durant 25 mois. Première question toute simple, lorsque ce projet vous a été proposé, est-ce que vous avez hésité ou est-ce que ce choix s'est imposé à vous ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là d'abord parce que notre rendez-vous a été différé il y a 2 ans. Et donc voilà. Non, j'ai pas hésité parce que j'ai hésité à écrire un texte dans la collection tout au début parce que quand Alina Gurdiel m'a proposé, j'ai hésité comme je peux hésiter devant toutes les questions. Mais en revanche, quasiment tout de suite, j'ai su que je voulais aller à l'annexe au musée Anne Frank. Et à partir de là, je n'ai pas eu d'hésitation du tout parce que c'est un choix qui s'est imposé. J'ai eu des hésitations banales, j'ai envie de dire, pendant l'écriture. C'est beaucoup plus que des hésitations, c'est des doutes et des affres. Et peut-être plus, là encore, parce que finalement, c'était un sujet énorme, un lieu minuscule, un sujet énorme. Et il y avait tellement de pièges. Et j'en étais consciente. Voilà. Donc, mais non, le choix était absolument une évidence pour moi. Alors bien sûr, de nombreuses choses ont été dites, ont été entendues sur Anne Frank. Vous estimiez qu'il y avait encore à creuser ? Eh ben non, enfin pas du tout justement. Enfin c'est ça qui est fou, c'est que je voulais aller à l'annexe tout en n'étant pas une fan d'Anne Frank, si j'ose dire. Enfin c'est-à-dire je ne faisais pas partie des gens qui étaient complètement vraiment fous d'elle et qui savaient tout. Ça m'a aidée d'ailleurs parce que j'avais une sorte d'inconscience. Moi j'y allais pour toute autre chose. Finalement j'y allais pour découvrir un lieu où s'est construite une œuvre. C'était un petit peu ça au départ. C'était l'idée d'aller là où une jeune fille avait écrit. Et c'est dans les quelques mois qui ont précédé la nuit au musée, puisque Paris était confiné et Amsterdam était confiné aussi. Donc ça a été retardé. Et ces quelques mois m'ont permis de rencontrer des témoins, dont une essentielle, Laurine Nussbaum, qui est l'avant-dernière personne en vie à avoir connu Anne Frank et Margot Frank, sa sœur. Et c'est vraiment les discussions avec elle, avec Ronald Léopold, le directeur du musée, qui m'ont un petit peu entrouvert le cœur du livre. C'est-à-dire que grâce à eux, j'ai compris que le sujet, c'était l'écriture. Et que le sujet, c'était aussi la réécriture dont elle a été victime. Voilà, parce que justement, Laurine Nussbaum vous dit « Anne Frank désirait être lue, pas vénérée. Elle n'est pas une sainte, pas un symbole. N'utilisez pas le mot espoir, s'il vous plaît. » Alors, comment, justement, vous recevez cette mise en garde,
cette demande? C'est drôle parce que finalement, bon, alors vous l'aurez compris, pour ceux et celles qui ont lu, j'écris mon journal. Et donc ça me permet de revenir en arrière. Et hier j'ai relu les moments, les semaines de l'écriture, enfin les mois et les semaines avant que je parte à Amsterdam. Et donc j'ai relu le moment où j'ai parlé à Laurine Nussbaum. Je me suis présentée à elle dans une grande fougue, mais alors avec pas assez de préparation, j'en savais pas assez. Et je l'ai bien senti que c'était, à la fois c'était très bien, notre entrevue par Zoom, c'était très bien finalement que je le fasse très vite pour comprendre que je ne savais rien. Et en même temps, comme Laurine Nussbaum est une professeure de littérature, une spécialiste du journal d'Anne Frank, ça allait dans tous les sens. Elle me disait tellement de choses que j'étais un petit peu hébétée, en fait, par tout ce qu'elle me disait. Et effectivement, la phrase qui m'a le plus marquée et le plus interloquée aussi, c'est alors attention, quand vous écrirez ce livre, n'utilisez pas le mot espoir. Et je me souviens, je lui ai pas demandé pourquoi tout de suite, parce que ça me paraissait... j'avais pas l'intention d'utiliser le mot espoir, ça me paraissait évidemment étrange même qu'elle m'en parle, mais elle s'est levée, je me souviens, elle est allée dans son bureau, elle est allée prendre des quatrièmes de couve d'édition des années 60, des années 70, des années 80, des traductions. Et là, elle me lit quelques quatrièmes de couve terribles, où effectivement, il y a une sorte c'est kitsch, vraiment, c'est terrible, parce que c'est le parcours d'une adolescente, les émois des premiers baisers, et vous vous dites, mais comment c'est possible qu'on ait parlé de cette œuvre d'une jeune fille juive cachée pour ne pas mourir en ces termes-là, sans jamais, dans les années 60 en tout cas c'est très clair, sans jamais le dire, sans jamais l'écrire en quatrième de couve. Et aussi, comment est-ce possible, mais elle me l'a appris, hein, je ne le savais pas, qu'aucune quatrième de couve, d'aucune traduction, et aujourd'hui non plus, ne dise ceci n'est pas un journal, ceci est un récit travaillé par une jeune fille qui voulait être écrivaine. C'est-à-dire qu'elle a travaillé. Et que ce qu'on lit, c'est l'œuvre d'une fille totalement prodige, ça c'est sûr. Mais on n'a pas trouvé quelque chose par terre et puis on l'a publié. Elle l'a écrit, réécrit. Elle a fait des choix. Elle a coupé des paragraphes. Elle a réfléchi à certains passages. Et ça change vraiment tout. Et d'ailleurs, elle voulait que ça s'appelle Récit de l'annexe secrète. Elle pensait que ça avait l'air d'un roman policier. Et ce sont les Américains qui, à la fin des années 50, ont décidé de l'appeler Journal d'une jeune fille parce qu'ils trouvaient que c'était plus commercial. Ce que vous découvrez aussi, ce sont les adaptations cinématographiques. Et là aussi, vous êtes choqué par les interprétations. Très. Ça, j'ai découvert ça en rentrant d'Amsterdam, au moment où j'écrivais et que je faisais des recherches. Parce que j'aime vraiment beaucoup faire des recherches quand j'écris. Et je suis tombée sur d'abord la bande-annonce du film tourné à la fin des années 50. C'est assez difficile de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, et en même temps très simple. C'est la réconciliation. On est à la fin des années 50. Personne n'a envie d'entendre parler de la Shoah. Personne n'a écouté de toute façon les récits des rescapés. C'était quand même on n'accueillait pas ces récits comme on les a lus plus tard. Et au moment où le journal d'Anne Frank a été traduit aux États-Unis, d'abord une productrice de théâtre s'est dit que ça serait certainement quelque chose qui pourrait faire un beau succès, mais elle avait deux obstacles. Elle a trouvé ça trop triste et elle trouvait ça trop juif. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au scénariste qu'elle a embauché, qui était déjà elle a embauché un spécialiste de la comédie familiale, qui faisait des grands succès avec des comédies. Voilà, c'est un choix. Et lui, il a
il a coupé dans le texte toutes les allusions d'Anne Frank à la religion. Toutes, mais elles sont très peu nombreuses. Il a réorganisé le journal. L'histoire d'amour avec le jeune homme qui habite dans l'annexe, Peter, était mise au premier plan. Les embrouilles avec sa mère aussi, pour que ça soit une comédie familiale. Il a été décidé qu'aucun nazi apparaîtrait sur scène, jamais. Et donc, je suis tombée sur la critique du lendemain de la première à Broadway qui dit c'est génial, on passe un très bon moment, et puis on ressort de là sans aucune haine envers les nazis, c'est formidable. Ça commence à ce moment-là. La réécriture, ça commence là, par Broadway, et puis évidemment, comme ça marche très très bien, et que, Hollywood l'achète, et là c'est pire, et là, il s'est vraiment passé quelque chose de terrible, parce que le metteur en scène a quand même tourné la fin, la vraie fin de Anne Frank. C'est-à-dire il avait tourné une fin qui était censée se dérouler à Bergen-Belsen, puisqu'elle est morte à Bergen-Belsen. Et puis, comme on fait, comme le cinéma américain l'exige, il y a eu des projections test dans quelques États. Et les spectateurs ont trouvé ça beaucoup trop triste, affreux. Et donc, les producteurs lui ont imposé une autre fin qui est folle. Et c'est là où il est question d'espoir. Et où la Anne Frank de fiction lève les yeux vers le ciel, on voit des nuages, des oiseaux, et elle parle d'espoir. Ce film a eu 4 Oscars et Otto Frank n'a jamais ni assisté à la pièce, ni vu le film. Otto Frank le père. Alors, lorsque vous entrez dans ce musée le 18 août 2021, vous avez donc reçu différents témoignages, dont celui de Laurine Nussbaum dont vous parlez, mais vous avez choisi de ne pas relire le journal avant d'y aller. Pour quelle raison ? Parce que j'étais comme tout le monde, je l'avais lu enfant. D'ailleurs, je ne me souvenais plus. Je me souvenais de quelques trucs, mais pour cause d'ailleurs, parce que comme je l'ai lu avant 1996, c'est la date à laquelle le journal est de nouveau au complet, avec les pages manquantes, avec les passages qui ont été censurés, etc. Je n'avais pas lu le vrai, mais je voulais rentrer dans l'annexe comme dans un lieu où j'allais interroger l'absence d'Anne Frank, où j'allais me confronter à là où ils ont vécu, là où ils ont été cachés, et je voulais lire le texte ensuite. C'est-à-dire, je ne voulais pas lire son vécu de cet endroit, mais moi, en fait, voir cet endroit pendant une nuit, la chance énorme de le voir vidé de touristes aussi, parce que j'ai été seule pendant 10 heures. Et que c'est un... Alors, la collection s'appelle Une musée, et Magneux musée, mais finalement, j'ai un petit peu, je dirais pas tordu le cou à la collection, mais un petit peu, parce que c'est un musée, mais c'est pas un musée. Il n'y a rien à voir. C'est l'absence qui est là. C'est le fait que les habitants ne soient plus là, qui est le cœur de ce lieu. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous frappe lorsque vous y pénétrez, c'est ce vide. Vous y êtes confronté complètement, à tel point que pour essayer de lutter contre ce vide, vous marchez beaucoup. Oui, je tenais pas en place. C'est vrai qu'au début, je pense que j'avais très peur de passer cette nuit, et que, alors pour des raisons que je développe dans le récit, et je veux pas aller en avance dans vos questions, j'ai évidemment un rapport très personnel avec cette histoire et avec ce parcours, donc je le savais. Et j'avais tellement peur de... En fait, c'est absurde parce qu'il n'y a personne, donc j'avais peur de pleurer. Bizarrement, j'avais très peur de pleurer, ce qui était un peu bizarre parce que personne ne m'aurait vu à part la vigile, les caméras. Mais j'étais tellement effrayée en fait de craquer, de ne pas tenir, que les premières heures, je les ai passées à un petit peu m'abriter derrière
mon métier, en fait. C'est-à-dire, je prenais des notes, j'ai écrit, je me suis promenée partout, j'ai tout vu, j'ai fait mon travail, en fait, au début. Au début, je me suis dit, non, tu ne restes pas là à réfléchir, tu regardes, tu prends des notes, tu regardes tout, tout, tout. Donc, effectivement, j'ai commencé à aller et venir, mais je n'arrivais pas à entrer dans la chambre d'Anne Frank. Alors au début, je passais devant, ça me semblait tout à fait normal de ne pas m'y arrêter. Et puis au bout d'un moment, j'ai vraiment compris que je ne m'y arrêtais pas du tout. Que je passais un œil et que je passais, j'allais ailleurs. Et puis, j'ai compté les pas au sens propre. Et il y en avait 15, à peu près une quinzaine entre sa chambre et le petit escalier qui va à la fausse bibliothèque qui est la porte d'entrée dans cette cachette. Et là, je dois vous dire que mon attitude, enfin en tout cas je ne sais pas comment dire, mais tout ce que j'avais préparé s'est fendillé parce que, comme vous avez dit au début, c'est 25 mois à 8. Et ces 25 mois, et ça je le redis parce que c'est important, il y avait la petite entreprise en bas avec des employés qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des réfugiés et ceux qui étaient au courant, qu'on appelle les bienfaiteurs. Et puisque tout le monde n'était pas au courant, entre 8h du matin et 18h, les Franks ne pouvaient ni marcher, ni parler, ni tirer de l'eau, ni rien. C'est ça leur vie. Et sa vie, c'est ça. C'est lire, écrire. Et peu à peu, au cours de la nuit, entre le nombre de pas si dérisoires qu'elle a fait dans sa vie, entre 14 et 16 ans, 13 et 15 ans, entre ça et la contrainte physique, la contrainte corporelle réelle, le manque de lumière, le manque d'air, le manque de nourriture, mais ça, moi je ne l'ai pas vu, mais le manque d'air. Tout ça a pris sa place pendant la nuit. On a l'impression, en effet, en lisant votre livre, que c'est une expérience très physique, justement, que vous avez vécue. Alors, il y a bien sûr cette idée de contrôler ses émotions, aussi par respect pour ce qu'ont vécu ces deux familles dans ce lieu. Et puis, voilà aussi cette réflexion sur cet espace contraint. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez ressenti, quelque chose de presque corporel ? Oui, même si on ne peut pas se représenter, rien du tout. En fait, je veux dire, qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas, c'est impossible de s'imaginer ce que c'est 25 mois. Impossible. Donc je ne peux même pas prétendre, je ne peux pas vous dire que je comprends. Aucune d'entre nous ne comprend ce que c'est. On peut pas s'imaginer parce que c'est d'une lenteur immense. Ce sont des saisons qui passent. Et puis, il y a la peur. Et évidemment que moi, je n'avais pas peur du tout. Donc, leur peur de ne pas pouvoir rejoindre un abri en cas de bombardement, qui a été le cas plusieurs fois. Il y a eu plusieurs incendies, il y a eu plusieurs bombardements. Sa peur à elle, dont elle parle dans le journal, de mourir brûlé vif, etc. Tout ça, on ne peut pas se le représenter en réalité. On essaye. Il y avait une présence inattendue. Il y a eu plusieurs présences inattendues dans la nuit. Et puis celle que je n'attendais pas du tout, c'est sa sœur. Parce que je dois avouer que je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas vraiment l'existence de la grande sœur, Margot. Et dans la pièce où j'étais, moi, qui est la chambre des parents et de Margot Frank, c'est là où j'étais, il y avait son portrait. Et ce qui est formidable, c'est que Otto Frank, le père, qui était un homme très moderne, c'est important d'en parler parce que c'était un homme très éclairé, qui voulait que ses filles fassent des études, qu'elles lisent tout. Il n'y avait rien d'interdit. Il les a beaucoup prises en photo, toutes les deux. Et donc, on a des clichés, sans doute que vous en connaissez, mais on a des tas de photos d'elles, parce que c'est pas très vieux, historiquement.
Et donc, la photo de Margot Franck dans l'annexe est très troublante parce que elle est l'absente. Elle est la grande sœur par qui tout commence, parce que c'est parce que Margot Franck a reçu la convocation qu'on envoyait à tous les juifs entre 16 et 40 ans pour qu'ils se rendent à la police et qu'on les déporte. C'est parce qu'elle a reçu la convocation que ses parents ont décidé de partir en clandestinité. Et puis après, elle s'évanouit de l'histoire. On ne retient pas Margot Franck. Alors, il y a beaucoup d'historiens, j'ai rencontré, enfin, il y en a un que j'ai rencontré à Amsterdam, qui rêve de retrouver son journal, parce qu'elle écrivait son journal et qu'on ne l'a jamais retrouvé. Et cette présence à la fois absente et à la fois si importante pour cette histoire a été un petit peu le point de départ de mon interrogation sur d'autres présences. Alors justement, parmi ces présences, vous le disiez tout à l'heure, il y a bien sûr des membres de votre famille qui ressurgissent, et on le comprend d'abord en filigrane avec beaucoup de pudeur, et puis voilà, petit à petit vous racontez que le destin tragique des Juifs d'Europe centrale, c'est aussi celui des membres de votre famille, juifs ashkénazes, russes et polonais. Et petit à petit, vous nous expliquez aussi que c'est la première fois que vous vous confrontez dans votre œuvre à cette histoire familiale. Vous dites de vous: j'étais celle qui, depuis mon adolescence, détourne les yeux. Comment pourrais-je écrire ce que j'évite avec tant de constance ? Est-ce que vous aviez l'impression alors qu'il n'était plus question de détourner les yeux, mais bien de regarder en face ? Oui, je pense que quand vous me demandiez au début si j'ai hésité à accepter ce projet, je pense que je me suis mise tout à fait volontairement dans une position où je ne pouvais pas détourner le regard et où j'étais obligée de confronter une histoire à laquelle effectivement j'ai vraiment tenté d'échapper, parce que finalement c'est vraiment dément. Je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais je crois que c'est 90% de ma famille qui est morte dans les camps, à peu près. C'est un chiffre absurde, mais enfin c'est énorme, énorme. Et moi je suis née là-dedans, de ça. Et la question qui se pose, c'est que la plupart de ces mortes et de ces morts très jeunes, c'est des gens qui sont morts très jeunes, adolescents, en Pologne, en Russie, donc mes grandes-tantes, mes grands-oncles, je ne pourrai jamais trouver des détails sur leur vie, parce que ça, je dois faire le deuil de ça. C'est-à-dire que je ne peux pas vous livrer une enquête avec leur existence, parce que des gens qui habitaient des petites villes en Pologne, en Russie, vers 1930 et tout ça, on ne retrouve pas des choses tout le temps. Ça, c'est une illusion, en fait, qu'on peut toujours trouver des choses. Là, moi, je ne peux pas. Très peu. Donc, en fait, la question, elle est d'accepter le vide, d'accepter l'absence, mais de se demander ce qu'on en fait. Comment on se construit quand on ne peut pas savoir ce qu'on a... Quand derrière, il y a vraiment un abîme, en fait. Donc, c'est vrai que pendant des années, d'abord, j'en parlais pas et je n'écrivais pas dessus. Dans Chaviré, il y a quand même le début finalement, je pense que chaque roman contient le début du suivant à chaque fois. Et dans Chaviré, il y a un personnage d'un jeune adolescent qui s'appelle Jonas et qui est juif et qui ne veut pas être juif parce que c'est très pesant. Donc je pense que c'était un peu mon avancée lente vers le sujet. Et effectivement, l'annexe est à la fois un espace totalement étranger pour moi, et à la fois il était peuplé de familiarité, parce que le parcours des Franck est extrêmement proche de celui de mes grands-parents. Je pense à un détail en particulier, mes deux grands-parents ont échappé à la Shoah. Sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Otto Frank était allemand et c'était un homme très éduqué,
qui n'était pas croyant. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'il avait l'illusion d'être intégré en Allemagne. Il y croyait, vraiment. Il pensait faire partie d'une bourgeoisie allemande. Il a servi dans la Première Guerre mondiale. Il a été décoré pour sa bravoure. Et tout ça lui a fait croire qu'il s'en sortirait. Évidemment, il a dû fuir l'Allemagne parce qu'il a très vite compris que ça ne serait pas le cas. Et la similitude entre Otto Frank et mon grand-père, c'est que les deux ont eu une confiance folle dans leur pays d'accueil et que les deux se sont trompés. Otto Frank a cru que les Pays-Bas resteraient neutres et qu'il serait sauvé. Et il a survécu, mais il a été le seul de sa famille. Il a perdu tout le monde parce que les Pays-Bas ne sont pas restés neutres. Et mon grand-père est arrivé en France. La France était pour un juif russe de cette époque un idéal du pays des droits de l'homme. Vraiment, c'était un pays très idéalisé. Et mon grand-père, à peine arrivé, a dû se cacher pour survivre. C'était là le point, le croisement de ces deux sujets. Et vous parlez aussi de votre grand-mère, Ida, qui vous a offert une médaille oui. avec un portrait d'Anne Frank, que vous dites peu reconnaissant. Oui. Oui. Reconnaissable plutôt. Peut-être effectivement, voilà, que j'étais dans l'annexe grâce à ma grand-mère, qui effectivement m'a offert une médaille, Anne Frank, en me disant ne l'oublie pas et rien d'autre. Et je ne savais pas s'il ne fallait pas oublier Anne Frank ou autre chose. Et le parcours de ma grand-mère est aussi, dans la nuit, était extrêmement important parce que finalement, elle était de ces femmes qui ont dû renoncer à tous leurs rêves par le moment de l'histoire où elle a vécu. C'est-à-dire qu'il a fallu survivre, donc elle n'a rien pu faire de ce qu'elle voulait faire, évidemment. Et en particulier, elle n'a pas appris à lire et à écrire, elle n'a pas pu. Et néanmoins, elle était folle de littérature. C'était une femme folle de livres et de littérature. Elle a appris à plus de 60 ans. Et donc, effectivement, je me pose la question de ce qui nous est transmis, en général, des héritages. Je pense qu'il y a un héritage de littérature par une femme qui ne savait pas lire, par exemple. Vous dites, à un moment donné, la mémoire est un lieu dans lequel se succèdent des portes à entr'ouvrir ou à ignorer. Est-ce qu'on peut dire que durant cette nuit, vous avez ouvert une porte relativement lourde ? Oui. Je ne sais pas si je l'ai... Oui, je l'ai entrouverte. Oui. Je crois que la nuit nous met souvent... Vous savez, c'est comme quand on a une insomnie et qu'on commence à réfléchir à des tas de choses. La nuit nous met dans des situations souvent de dénuement très fort. C'est-à-dire qu'on n'a plus les défenses qu'on a dans la journée. Et parfois, c'est extrêmement pénible parce qu'on voit les choses de façon très brute, parfois trop. Là, dans ce lieu, j'ai eu la sensation assez étrange, je pense que le mot est un peu bizarre, que c'est un lieu d'Europe. C'est l'Europe. C'est-à-dire que c'est notre histoire. Ces histoires-là ne doivent pas être oubliées parce qu'il y a cette phrase extraordinaire de Yannick Enel dans Jan Karski. Il dit la Shoah n'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime par l'humanité. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il a raison, parce que c'est une histoire qui est là tout le temps, qui est l'absence d'Anne Frank l'absence d'Anne Frank à la littérature est une histoire. Qu'on ne puisse lire aucun de ses livres est quelque chose de déchirant en fait. Que tous les livres manquants, ces vies manquantes,
c'est notre histoire. C'est pas que la mienne, je veux dire. Alors évidemment, suite à cette nuit, vient le temps de l'écriture. On imagine qu'après ce temps qui s'était tiré et qui semblait aussi assez éprouvant, l'écriture a peut-être été elle-même un moment intense. Est-ce que ça l'a été? Est-ce que c'était plutôt quelque chose de douloureux ou pas du tout? C'était... en fait, il m'est arrivé quelque chose qui m'a un peu inquiétée quand je suis sortie le matin. C'est que j'étais tellement... je pense qu'il y avait beaucoup de choses j'ai tout oublié. C'était embêtant. Je suis sortie de là et quand on m'a demandé alors, c'était comment, j'ai dit, mais je ne me souviens de rien. C'est affreux, je ne me souviens de rien. Et vraiment, c'était terrible. J'avais pris des notes et je me disais, mais je ne sais plus. Et puis, au moment où je me suis mis à écrire, tout est revenu. Mais alors, vraiment, tout dans sa brutalité. C'est-à-dire, je me souvenais de détails. Par exemple, j'ai pas pris de photos parce que c'était interdit. Mais la première chose que j'ai vue, quand je suis rentrée dans l'annexe et que je me suis assise et que je me suis dit, bon, voilà, tu as 10 heures. Mes yeux sont tombés sur le... C'était la pénombre, hein, c'était la nuit, donc sur le papier peint qui était encadré comme s'il y avait un tableau, sauf qu'il n'y avait pas de tableau, et que c'était les petits traits de crayon, très 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 fins, que le père avait tracés de la croissance de ses 2 filles dans le lieu. J'avais oublié le matin ça, et dès que j'ai écrit, je me suis souvenue de ces traits de crayon, comme c'est vraiment extrêmement symbolique de ce lieu, c'est-à-dire que c'est à la fois un refuge pour eux et c'est un piège, parce que c'est là où on va les arrêter. Et c'est à la fois la mort, mais c'est la vie, parce qu'elles ont grandi, et que Anne Frank a écrit, et que ce récit nous est parvenu, et qu'aujourd'hui on en parle, on est encore en train d'en parler. Donc c'est tout ça mélangé. Et quand je me suis mis à écrire, en revanche, ça a été un boomerang, pas très simple. Tout m'est revenu, très, très brutalement. Et je me suis dit que là, il fallait faire preuve il fallait savoir prendre de la distance. Parce que je me suis dit, tu ne dois pas sombrer dans ton texte. Tu peux pas. Il fallait que je vous écrive. Donc, il fallait pas... j'ai compris qu'il fallait faire attention. Ouais. Sans doute que chaque livre transforme l'écrivain, qu'on n'est pas le même avant et après. Est-ce que vous diriez que celui-là était particulièrement dans ce sens-là? Oui, sans doute. Oui, sans doute, parce que de toute façon, j'ai l'impression que je ne me vois pas écrire un roman sur quelque chose qui n'est pas vital pour moi au moment où je l'écris, c'est-à-dire qui est même pas difficile, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui... Pour moi, écrire quelque chose doit me coûter. Parce que sinon, je pense pas que je dois vous prendre votre temps et votre argent, et je pense pas que c'est juste. Je pense que ce qu'on doit échanger doit être essentiel. On n'a pas vraiment de temps pour ce qui n'est pas essentiel. Et donc, les livres nous changent. Moi, il y a certains livres qui me modifient, même si ça a l'air de rien. L'écriture de celui-là, évidemment, est un changement, parce que il y a dans ce livre, il y a un secret. Dans l'annexe, il y a une annexe, c'est comme une petite poupée russe, vous savez, donc qui explique le titre. Je ne veux pas raconter pourquoi le titre avant que vous l'ayez lu, mais au cœur de ce récit, finalement, j'ai glissé une histoire que 4 personnes autour de moi connaissaient. Donc ça me modifie, parce que d'un coup, beaucoup de gens la connaissent, cette histoire, cette rencontre que j'ai faite quand j'étais enfant. Une autre présence. Voilà, une autre présence. J'ai noté un passage parce que vous vous interrogez aussi bien sûr sur votre travail d'écrivaine, et qui fait écho aussi à celui d'Anne Frank,
que je voudrais vous partager. Pourquoi préférer la solitude de l'écriture? Pourquoi consacrer tellement de temps à des vies irréelles mais vraies, à des créatures ni mortes ni vivantes? Écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit trop lâche dans lequel je m'empêtre. Il faut parfois rétrécir l'espace pour en entendre l'écho. Pourquoi écrit-on? Peut-être est-il possible de répondre par la négative. Ne pas écrire met à nu toutes les inquiétudes, alors on écrit. Est-ce que vous pourriez commenter ce passage? Est-ce que finalement ça vous a permis d'affronter ces inquiétudes, ces peurs? Non, c'est pour ça que je continue à écrire. Non, en fait, parce que oui, parfois je suis comme vous, je trouve le monde très inquiétant et je suis d'une impuissance, l'impuissance est renversante. Parce que, alors oui, il y a des moments où on peut passer un peu à côté des choses et vivre des moments formidables avec les gens et tout ça. Et puis tout d'un coup, on va repenser à la guerre, et on se sent tellement impuissant. Et le seul moment où je ne me sens pas complètement impuissante, c'est effectivement en écrivant. Donc, dans un sens, c'est tout, quoi. C'est ouais. Alors, il y a aussi quelque chose qui ressort de votre livre, c'est cette idée de lieu, ce musée qui n'en est pas un, et cette question de cette chambre d'Anne Frank, qui est la chambre d'une adolescente. Et est-ce que finalement, il faut aller visiter ce lieu? Et on se demande si, à la fin du livre, c'est un encouragement à aller ou au contraire à respecter ces lieux-là? Ah, je pense qu'on peut faire les deux. J'encourage fortement à y aller. Je trouve ça formidable qu'il y ait tellement de gens qui veulent y aller. Et en même temps, je m'interroge, je me dis, mais comment faire pour ne pas passer là comme si c'était rien et en même temps, je ne vais pas dicter la façon dont les gens veulent visiter. Enfin, il n'y a pas de mauvaise façon de visiter des endroits. Évidemment que moi, ça me fait... Moi, je suis retournée en septembre avec une journaliste. Donc là, j'ai revu le musée, mais avec des gens, beaucoup de gens. Et il y a une très belle chose, c'est que le silence dans la visite se fait peu à peu. Quand les gens arrivent à l'annexe, vraiment, plus personne ne parle. Et il y a des jeunes de tous les pays. C'est extrêmement fort. Et en même temps, évidemment, que c'est étrange de voir des gens faire des selfies devant la porte d'entrée. Enfin, mais quoi? Et si c'est leur façon de le vivre, je sais pas, vous voyez? Non, j'encourage à y aller. Je n'ai aucun lien avec les entrées, le musée. Hein, je vous le dis. Alors vous dites qu'il n'y a pas de mauvaise façon de visiter ce musée. Non. Mais il y a peut-être des mauvaises raisons d'aimer Anne Frank? C'est une vraie question. C'est-à-dire que des mauvaises, c'est un peu... ce serait beaucoup, mais vous avez raison. C'est une question... tout au début de l'écriture, j'ai commencé à voir, comme vous disiez, le nombre de choses qu'il y a sur elle. C'est vraiment fou. Des films tout le temps, des séries, des livres, des romans qui la mentionnent, des tas de choses, des tas de choses. Et puis je me suis dit que... comme pour La Petite Communiste et Nadia Comaneci, moi je m'intéresse beaucoup aux passions mondiales, en fait. Je m'intéresse beaucoup à ces figures d'adolescentes qui tout d'un coup vont focaliser une sorte de passion comme ça, parce que c'est jamais si simple. Et si Anne Frank est adorée, elle est haïe aussi, avec une force depuis le début qui vous laisse vraiment pantoise. Dès le début de la parution du journal, les négationnistes ont commencé à attaquer le journal, à dire qu'elle n'avait jamais existé, que le journal était un faux. Sur Internet, c'est un déferlement. Il y en a qui ont fait un procès à son père. C'est terrible, enfin, c'est dingue. Elle déclenche quelque chose de très fort parce que son journal, son récit, il fait preuve. C'est une preuve. Parce qu'il ne faut pas oublier que la famille Frank écoutait radio, je ne sais pas comment on prononce, Orange, c'est-à-dire la radio clandestine. Donc, elle écrit ce qu'elle entend.
et elle entend les déportations, et elle entend, on voit les dates auxquelles les gens savaient. Donc évidemment, c'est un document qui est très fort historiquement et qui est la cible de beaucoup de négationnistes. Donc évidemment, relire le journal et la version originale, qui est celle qu'on a maintenant en poche, c'est celle-là, c'est la bonne. Ça, c'est aussi un des conseils que vous pourriez donner. Ah oui, oui, oui. C'est quand j'ai enfin relu, j'ai trouvé ça formidable, son savoir-faire. Elle a une maturité d'autrice qui est incroyable parce qu'elle arrive à faire alterner des rythmes différents, ce qui n'est pas du tout facile parce que franchement, sa vie n'est pas palpitante en soi. C'est-à-dire elle est enfermée avec ses parents, avec sa sœur, avec une autre famille. Et ça, c'est vraiment un exercice d'écriture incroyable parce qu'à la fois, elle n'a pas à raconter autre chose que ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit qui est très réduit. Et malgré ses limites, c'est très vivant. Elle est très méchante et c'est très drôle. C'est une qualité. Hein. Elle arrive à juger tout le monde autour d'elle d'une manière... voilà. Elle est aussi extrêmement mature. Extrêmement mature. Les réflexions politiques sur la guerre sont incroyables. Sont d'une beauté et d'une... elles sont terribles. C'est terrible de lire une adolescente qui est lucide sur le monde des adultes pendant la guerre. C'est terrible. Ouais. Et ce que vous dites aussi, c'est que Margot écrivait aussi un journal. Ouais. Et que finalement, pour vous, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y en ait plus de traces. Elle l'a gardé. Au bout de la nuit, je me suis dit ça. C'est pas du tout quelque chose que les historiens trouveraient bien. Mais je me suis dit... finalement, le fait qu'on ne trouve pas le journal de Margot laisse quelque chose qui n'est pas, je sais pas, comme si elle échappait à, je sais pas, au regard. C'est absurde, hein, parce que peut-être ce serait formidable de retrouver son journal, mais effectivement, elle ne sera pas une cible potentielle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question dans le public après ces échanges avec Lola Lafont? Bonsoir madame. J'ai lu votre livre en étant bouleversée parce que j'appartiens bien sûr à cette génération qui a lu adolescente Anne Frank et qui probablement est passée à côté d'elle. Et à vous écouter tout à l'heure parler de la littérature, je me disais que finalement écrire c'est aussi partir à la recherche d'une part manquante. Et que justement, vous avez restitué la part manquante d'Anne Frank, à savoir son rapport extraordinaire à l'écriture, parce que c'est une écriture, effectivement, vous le disiez à l'instant, d'une grande maturité, et en même temps la part manquante aussi qui vient de venir de Margot. C'est-à-dire, voilà, on quitte ce livre, mais on est dans l'inachèvement. Et rien que pour ça, je vous remercie. Ben, c'est à moi de vous remercier parce que vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Je suis heureuse. Merci. Je vous propose qu'on remercie beaucoup Lola Lafont Merci pour cet à vous. échange Merci beaucoup. très intéressant.